Chers amis, avant que nous commencions cette entrevue, je vous invite évidemment à aimer, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Vous êtes plus de 2 tiers à écouter mes entrevues et à ne pas vous abonner, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est très précieux. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Nous sommes aujourd'hui avec Antoine Dress. Alors pour les personnes qui ne connaîtraient pas Antoine Dress, il est l'animateur et le fondateur de la chaîne YouTube, de l'excellente chaîne YouTube Egonon. Alors, voici son dernier ouvrage, Le réalisme politique, principes et présupposés, publié aux éditions de la Nouvelle Librairie. Donc, je suis ravi de recevoir Antoine Dress, dit Egonon, sur YouTube. Je le suis déjà depuis presque 2 ans. Première vidéo que j'ai vue de lui, c'était sa vidéo sur le remplacisme global avec, D'accord. de Renaud Camus, évidemment. Donc je remercie l'algorithme YouTube d'avoir été favorable à cela. Alors, cher Antoine, mille merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, merci à toi de m'avoir invité surtout. C'est vraiment un plaisir d'être sur ta chaîne également. D'autant que tu m'apprends, donc tu m'avais découvert, dès les débuts de ma chaîne, en fait. Je crois que la vidéo sur, le remplacissme global, c'était, une de mes toutes premières vidéos. Donc Exactement, ça remonte au début. je vous connais depuis, je crois, vous aviez 400 abonnés, ce qui est vraiment le tout début. Et je crois que moi, je venais de sortir ma première entrevue avec Renaud Camus où j'avais 30 abonnés et qui avait été striké après quelques Ah, heures, donc c'était ma bien ma bien vidéo, regrettable. ma vidéo a eu plus de chance que la vôtre alors. Oui, non, mais elle d'ailleurs excellente, Elle excellente. n'a pas été, censurée par YouTube, c'est une chance. Mais il y avait pas Renaud Camus dessus, je pense, donc ça allait. C'est Alors ça. peut-être pour parler de votre ouvrage sur le réalisme politique. Tout d'abord, Ouais. pourquoi cet ouvrage? Quelle est la finalité de cet ouvrage? Alors, tout d'abord, pourquoi cet ouvrage? Pourquoi est-ce que je me suis intéressé à ce thème? À vrai dire, je m'intéresse à ce thème depuis mes débuts, depuis que je m'intéresse à la philosophie, pour la simple et bonne raison que Le Prince de Machiavel est le premier livre de philosophie que j'ai lu. Je l'ai lu quand j'avais, 15-16 ans. C'est un livre que j'étais tombé sur ce livre, dans la bibliothèque de mon grand-père et j'avais été, fasciné par, ce livre. Je ne prétends pas avoir tout compris dès la première lecture, mais j'avais été fasciné par une certaine approche, du politique qui me semblait déjà à des années-lumière de la façon dont j'entendais parler de la politique, à la télévision ou, dans les discussions, d'adultes, de l'époque. C'est-à-dire que Machiavel, on aura l'occasion d'en parler tout au long de cette émission. Machiavel avait une approche de la politique qui était non morale, non moralisante, moralisatrice. Alors qu'aujourd'hui, on baigne dans la morale, peut-être une mauvaise morale, on peut aussi avoir, on peut discuter de ça, mais on vit dans une époque hyper morale, disait, Arnold Gehlen. C'est-à-dire qu'il y a une hypertrophie de la morale et donc c'est ça qui m'avait intéressé et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai décidé d'écrire ce livre. C'est-à-dire que nous vivons dans une époque où l'approche morale et moralisante c'est infiltré, infusé à peu près partout. On peut plus, parler, d'un film sans avoir un jugement moral, moralisant, sur la question. On peut plus parler de questions politiques sans avoir cette approche et donc le but de ce livre, c'est de clarifier un peu les choses, c'est de mettre des bornes, en quelque sorte, à cette injonction et pour déterminer quelles sont les finalités propres du politique. Pour, hem œuvrer à une forme de libération intellectuelle en quelque sorte. Alors peut-être nous parlons ou de nos jours, l'on parle souvent de l'esprit machiavélique, d'un esprit machiavélique notamment pour Macron, hein, n'est-ce pas? C'est ce qui a été évoqué, je crois, ces derniers temps, par rapport à sa politique. Mais alors comment décrire l'esprit machiavélique? Parce que là, vous parliez justement de cette morale, de cette hyper morale. Alors lui, visiblement, n'a pas de morale, n'a aucune morale. Est-ce bien cela ou est-ce un peu plus subtil? Alors ça, c'est un grand débat. L'adjectif de machiavélique effectivement donc vient de Machiavel.
mais elle vient de la lecture précisément morale ou moralisante qu'on a fait de Machiavel dès le début. C'est-à-dire que on aura l'occasion d'en reparler, mais Machiavel aborde la question du politique sans faire référence toujours à la morale et donc on a pris Machiavel comme un professeur du mal, d'une certaine manière. C'est comme ça qu'il a été vu dès le début. Si on fait un petit point sur la postérité de Machiavel, elle est très intéressante. Dès la mort de Machiavel, quand ses premiers livres, ont été diffusés dans la société, et bien toute la société, la bonne société européenne a été choquée par ce livre. On a eu l'impression que Machiavel donnait des conseils au prince pour opprimer son peuple, pour, violer en toute conscience, en toute bonne conscience, les lois de la morale et cetera. On peut remarquer ça, par exemple, si vous lisez, les pièces de théâtre du théâtre élisabétain en Angleterre, donc Shakespeare ou Christopher Marlowe, par exemple. La pièce de Christopher Marlowe qui s'appelle Le Juif de Malte s'ouvre par un monologue d'un personnage qui s'appelle Machiavel, plus précisément qui s'appelle Mac Evil, Make Evil, c'est-à-dire celui qui fait le mal, par exemple. Donc Machiavel était vraiment vu comme le diable incarné, le diable sur terre. Shakespeare aussi, plusieurs fois cite le nom de Machiavel comme l'instigateur du mal. Richard III dit qu'il va donner des leçons au sanguinaire Machiavel. Donc c'est vraiment une image sombre qui a collé à la peau de Machiavel pendant très longtemps. Or, je pense qu'il y a une méprise là derrière. C'est-à-dire que Machiavel n'a pas eu pour ambition de donner des conseils au prince pour, opprimer son peuple. La bonne clé de lecture pour, aborder Machiavel, c'est Herder qui était le 1er à l'énoncer aussi clairement et pourtant c'était évident. En fait, le dernier chapitre du Prince de Machiavel s'intitule, hem, «Exhortation pour libérer l'Italie des barbares» et c'est ça qui donne vraiment de la clé de compréhension de tout le texte. C'est-à-dire que Machiavel a écrit à une époque où l'Italie était morcelée, divisée, enfin la situation politique de l'Italie au moment de la Renaissance est catastrophique. Donc il n'y a aucune unité politique, l'Italie est attaquée de tous les côtés, l'Allemagne, la France, l'Espagne, chacun veut tailler sa part du gâteau et Machiavel cherche une efficacité politique. Il se dit: «Il faut arrêter d'espérer que la situation change, juste par des vœux pieux. Il faut maintenant essayer de comprendre comment ça marche, en quelque sorte. Quelles sont les règles du politique?» Et c'est ça qu'il veut faire, en fait et donc il s'inscrit dans une tradition qui le précède, mais en changeant le sens de cette tradition. Cette tradition, c'est celle du miroir des princes. C'est-à-dire qu'il y avait cette tradition, qu'on peut faire remonter au tout début de l'époque carolingienne, c'est-à-dire des philosophes qui écrivaient un livre de conseils pour les princes et c'était des conseils vertueux, en fait, la bonne éducation, des principes chrétiens, par exemple. Un bon roi est quelqu'un qui respecte la religion, qui respecte la morale et cetera et cetera et en fait, Machiavel a fait un constat, qui peut horrifier, qui a horrifié, mais c'était de dire: «Il peut y avoir des bons princes, c'est-à-dire des princes qui respectent la morale privée, mais qui sont de piètres politiques». On peut, être un homme admirable en privé et en même temps conduire son peuple à la ruine et c'est pour ça qu'il a cherché à voir comment la politique fonctionnait concrètement pour le bien de son pays et c'est ça au départ la démarche de Machiavel. La déformation de l'adjectif machiavélien ou machiavélique comme cynisme est un abus de langage. Mais alors, est-ce que l'esprit machiavélique, je dirais, que l'on attribue à certains chefs de gouvernement actuels, Mmh mh. est-ce quelque chose qui est approprié ou pas tellement? Puisque, vous l'évoquiez à l'instant, Machiavel, malgré tout, était dans une volonté de faire le bien, n'est-ce pas? Alors que là, de ce que l'on peut constater de notre époque, c'est que nos gouvernements, en tout cas je parle pour l'Europe de l'Ouest, ne sont pas vraiment ou ne semblent pas vraiment être dans cette idée. Tout à fait. En fait, il y a 2 dimensions dans la pensée de Machiavel. C'est-à-dire qu'il y a une, dimension presque scientifique, on pourrait dire, c'est-à-dire d'analyse concrète des techniques et de l'art politique. Mais la finalité de Machiavel, celle qui a déterminé son action, c'était, le bien de son pays et c'était le bien, la sécurité de son pays. C'est-à-dire que Machiavel observe par exemple, on a reproché à Machiavel de,
de parler de la manière dont César Borgia, par exemple, soumettait telle ou telle région d'Italie. On s'est dit: «Il en fait l'apologie». Non, c'est simplement qu'il a côtoyé ces hommes. Il a vu comment tous ces hommes fonctionnaient et il les a décrits et il aborde toutes ces actions avec une forme d'égalité de regard, tout simplement pour voir comment cela fonctionne et ce qu'il leur dit, c'est: «Si vous voulez cette fin, alors vous devez consentir à ce moyen». Non, c'est pas pour autant qu'il faut accepter que toutes les fins sont bonnes ou que toutes les fins sont également équivalentes. Ça, c'est une autre question. Donc, parmi nos hommes politiques, pour répondre à votre question, alors il y a des machiavéliens, ça dépend dans quel niveau. C'est-à-dire que l'inégalité se loge là également. C'est-à-dire qu'il y a des machiavéliens, virtuoses et il y a des machiavéliens complètement médiocres, hein. Alors il y a, du machiavélisme, c'est-à-dire des gens sans scrupules qui effectivement arrivent à naviguer pour, tout simplement, gagner des élections ou ce genre de choses, mais uniquement dans le but de la conservation de leur propre pouvoir et là effectivement, c'est un c'est une déviation tout à fait indue de leurs prérogatives politiques. Mais il y a aussi un autre machiavélisme et là pour le coup qui serait le véritable machiavélisme, c'est et ça, c'est quelque chose qui est très répandu à notre époque, c'est le fait de se parer de vertus morales pour atteindre un but politique. Et justement, ça me permet d'ailleurs de revenir sur l'accusation de machiavélisme à l'égard de Machiavel. Si Machiavel avait été réellement machiavélien, au sens où l'on entend le machiavélisme aujourd'hui, il n'aurait pas écrit Le Prince. Il aurait écrit un livre, classique pour dire simplement à Laurent de Médicis, «Soyez un bon seigneur, respectez les bonnes règles» et cetera et en fait, en douce, faites autre chose. Quelque chose qu'a fait, par exemple, Hegel disait qu'il n'y avait rien de plus machiavélien, dans ce sens vulgaire du terme, que Frédéric II de Prusse, qui, avant d'être roi, a écrit un anti-Machiavel et par contre, une fois qu'il est devenu roi, est devenu le plus machiavélien de tous les souverains. C'est ça le machiavélisme, le plus retors d'une certaine manière et qui est, l'apanage de la plupart de nos hommes politiques et du coup, ça me permet aussi de répondre à votre toute première question, c'est-à-dire pourquoi ce livre? Eh bien, l'enjeu de pouvoir clarifier la situation vis-à-vis de la morale, des liens entre, morale et politique et il est nécessaire d'établir cette distinction pour 2 raisons au moins. À la fois parce que la politique peut être paralysée par un discours moralisateur. Les hommes politiques peuvent ne pas avoir le courage de faire ce qu'ils doivent faire politiquement parce qu'ils sont castrés par un discours moral, par exemple. Ça arrive très souvent à notre époque. Mais pire encore, la confusion peut aller dans l'autre sens, c'est-à-dire que le politique peut s'emparer de la morale ou s'emparer d'un discours moral pour faire œuvre de rapacité ou de corruption. Et donc c'est pour ça qu'il est important de séparer les 2 et de bien comprendre quelle est la finalité de tel ou tel domaine. Alors, au fur et à mesure de votre lecture, enfin de la lecture, pardon, je n'ai pas pu m'empêcher d'enlever de mon esprit l'événement qui a duré 2 ans, donc entre Mmh. 2020 et 2022, que nous n'évoquerons pas, pour des raisons évidentes, mais je pense que tout le monde a à l'esprit cet épisode. Alors là, je vais vous citer à la page 22. «Or, tout le scandale de l'œuvre machiavélienne vient de là. Elle expose le secret au grand jour. L'accord tacite entre les participants est que tous les moyens sont permis. La politique n'est pas un jeu, mais une lutte absolue.» Et donc, il est vrai que, hem, c'est très étrange parce qu'on a l'impression d'être dans une époque, justement, qui use et même abuse de cet esprit et pourtant, on a quand même l'impression qu'il y a un besoin de morale. Or, la morale que nous avons de nos jours est totalement inversée, je dirais. Et je n'ai voilà, cet épisode qui a duré 2 ans, on peut aussi le voir avec Hobbes et puis avec Schmitt, mais ça, on le verra peut-être dans un 2e temps. Mais alors, comment, je dirais, être machiavélien sans trop l'être? C'est-à-dire, user un peu de cet esprit qui est malgré tout évidemment brillant, mais ne pas trop, en abuser. Quand même garder, je dirais, une mesure de l'importance d'une morale, d'une vraie morale. Parce que là, en effet, la citation que je viens d'évoquer de vous, c'est qu'en fait, c'est un passage en force. Disons que dans cette situation que vous avez, eu l'amabilité de faire, c'est en fait, c'est effectivement
C'est effectivement, une problématique, incroyable à laquelle nous sommes confrontés quand nous lisons Machiavel et Machiavel n'a pas toutes les réponses. C'est d'ailleurs pour ça que, par exemple, Hobbes déjà apporte quelque chose, supplémentaire. On aura l'occasion d'en parler. Machiavel vraiment met en lumière cette situation et nous empêche et nous interdit de nous réfugier derrière des rêves qui n'ont rien à voir avec la réalité. Typiquement, oui, la politique est une lutte absolue, en ce sens que le vainqueur est vainqueur, tout simplement. Il n'y a pas d'arbitre pour lui dire: «Non, vous n'avez pas le droit d'être au sommet». C'est ça toute la différence entre la politique et d'autres domaines, par exemple. Hans Freyer, qui est un grand commentateur de Machiavel, comparait la politique avec le jeu des échecs, par exemple. Parce qu'effectivement, on peut y voir, on peut faire beaucoup de liens, hein. Le jeu des échecs, nécessite un esprit stratégique ou ce genre de choses, des règles que nécessite également un grand esprit politique. La différence, c'est qu'il y a des règles très strictes dans le jeu des échecs et si votre adversaire triche, eh bien, il est disqualifié tout simplement. Il n'a pas gagné par définition. Si vous êtes en train de gagner une partie et que votre adversaire, est un enfant capricieux qui se lève et qu'il, renverse, votre dame, hors du jeu, ben, il a perdu. Alors qu'en politique, si le personnage politique use d'un coup de ce genre et gagne à la fin, eh bien, il a pris le pouvoir et on n'a pas de recours contre ça. Donc et encore une fois, ce n'est pas, que Machiavel, le vante et va dire que c'est un grand homme. Il va simplement expliquer comment cela fonctionne. Disons que là où Machiavel peut se révéler, non suffisant, c'est qu'il nous met vraiment aux prises avec l'action politique elle-même, avec la nature risquée et dangereuse de la politique, avec tout ce qu'elle implique. Et donc, en ce sens, un homme politique ne peut pas, je pense, se passer de cette approche machiavélienne. Je vais en rappeler une autre, c'est-à-dire que l'ambition de Machiavel, c'était oui, je l'ai dit, de dresser certaines règles pour, l'action politique. Toutefois, en nous rappelant bien que ces règles ne sont pas à prendre dans un sens aussi strict que dans le jeu des échecs, parce que dans le monde politique, il y a une part d'indétermination à laquelle on ne pourra jamais échapper. Si on prend la comparaison avec les échecs, eh bien, le jeu des échecs, il est délimité strictement. Donc les deux adversaires ont une vue d'ensemble sur toutes les pièces. Donc le facteur de chance est réduit au strict minimum. Alors que dans la politique, nous dit Machiavel, eh bien, une bonne moitié de nos actions, au moins, échappent à notre contrôle et sont du ressort de ce qu'il appelle la fortuna, la chance, la fortune. Un autre, auteur, contemporain du XXe siècle, qui est, Jules Monroe, parlera, à raison d'hétérotélie. Un terme, grec pour dire l'autre fin, c'est-à-dire que toute action engendre nécessairement des conséquences qu'elle n'a pas voulues ni prévues et c'est à tous les niveaux de la vie humaine, hein, même dans votre vie privée, a fortiori dans le monde politique où toute action mobilise un un champ extrêmement conséquent de la vie sociale. Mais bon voilà, il nous reste une bonne moitié de nos actions sont sous contrôle et c'est pour cette moitié restante que Machiavel essaie de nous montrer les récurrences qu'il y a, dans le monde politique et c'est pour ça que Machiavel s'est beaucoup intéressé à l'histoire. Machiavel était un homme de la Renaissance, donc cette époque où on redécouvre les textes anciens, par exemple. Mais il est un peu différent de ses contemporains parce que, lui, ce qui l'intéresse, c'est moins, Platon ou Aristote que les historiens, Thucydide, Tite-Live et cetera. Parce que comme Cicéron, il est convaincu que l'histoire est, hem, magistra vitae, c'est-à-dire, l'enseignante de la vie. Et pour Machiavel, il y a une récurrence, c'est-à-dire que les hommes peuvent changer évidemment en fonction de la morale, de la religion, qui est différente d'une société à l'autre, d'une époque à une autre, mais globalement, il y a une nature humaine qui reste plus ou moins la même et l'homme politique doit la connaître et il doit, se préparer au pire. Par exemple, il y a, cette idée, on a parlé d'un pessimisme anthropologique chez Machiavel. Machiavel, effectivement, le dit assez régulièrement que les hommes sont ingrats, vils, changeants, qu'ils sont du genre à ne pas respecter leurs paroles ou ce genre de choses. Maintenant, il ne faut pas, radicaliser à outrance la position de Machiavel. Il ne faut pas le prendre comme un dogme forcément, comme le dogme du péché originel, par exemple, qui dirait que l'âme humaine est foncièrement corrompue. Je pense qu'il faut plutôt le prendre comme
un présupposé méthodologique. C'est-à-dire que les hommes sont capables du meilleur comme ils sont capables du pire, mais précisément comme ils sont capables des 2, il faut s'attendre au pire. Parce que, bon, si les hommes agissent de la meilleure manière qu'ils soient, eh bien tant mieux, on s'en satisfera. Mais l'homme politique, lui, il doit conserver son pouvoir et s'il est un homme politique, conscient du bien public, du bien commun, il doit, protéger son peuple et donc pour cela, il doit toujours s'attendre au pire. Ça, c'est un des présupposés du politique, par exemple. Donc voilà, donc Machiavel est nécessaire à cet égard, parce qu'il nous fait vraiment comprendre la nature de l'action politique elle-même. En revanche, là où il peut y avoir quelque chose de non satisfaisant chez Machiavel, c'est qu'il s'arrête là. C'est-à-dire qu'il ne va pas effectivement, être si constructeur que cela. Aussi parce que je pense que l'époque, dans laquelle il s'insérait, l'époque de l'Italie de la Renaissance, ne permettait pas cela, même si quand il parle de la France, c'est assez dans quelques passages, il dit que la France, la monarchie française, elle n'a pas besoin, par exemple, des techniques retorses de César Borgia, par exemple, parce que le pouvoir est déjà institué. Donc il peut se permettre d'être beaucoup moins tyrannique avec la population, par exemple. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez important et c'est à cet égard que j'avais cité, Pierre Manant pour faire la transition entre Machiavel et Hobbes, parce que, comme disait Pierre Manant, Machiavel est le théoricien par excellence de l'action politique, alors que Hobbes est celui qui va penser l'institution politique. Pourquoi est-ce qu'il y a des institutions? Et c'est là que Hobbes va compléter, l'approche machiavélienne, je dirais. Alors, puisque vous évoquez Pierre Manant, je vais le citer, puisqu'il est dans votre Mmh. ouvrage. On ne peut déduire de Machiavel la légitimité, la convenance ou même seulement la nécessité de telle ou telle institution. On peut même se demander si, dans le monde tel qu'il le décrit, fondé sur la fécondité de l'initiative violente, de l'action qui fait, judicieusement, peur, il y a place pour l'institution. Toute institution suppose une positivité, une consistance bonne, si je puis dire, du corps politique qui paraît étrangère à Machiavel. Et puis vous complétez: «Combler cette carence sera précisément la tâche et l'accomplissement de Thomas Hobbes». Alors, peut-être nous pourrions évoquer maintenant, Hobbes et le 1er point que vous évoquez par rapport à sa pensée, c'est celle de l'obéissance. Alors, encore une fois, je n'ai pas pu ne pas, penser à cet épisode car, je vais vous citer. Alors, la question fondamentale de la pensée hobbésienne est en effet celle de l'obéissance. Pourquoi y a-t-il commandement et obéissance et pourquoi les rencontre-t-on dans toute société politique? D'où vient en vérité ce pouvoir monstrueux que détiennent certains hommes sur des millions d'autres? Alors, Exactement. Pardon. peut-être pourriez-vous, nous présenter brièvement, la pensée de Thomas Hobbes et puis évidemment je pense que son ouvrage central qui est son Léviathan. Alors peut-être revenons sur ce premier point de l'obéissance. L'obéissance, effectivement. C'est la question centrale de la pensée de Hobbes. C'est sa question, là encore, pour le comprendre, il est intéressant, je pense, de le rattacher à la période dans laquelle, il a vécu, la période historique, car ça éclaire toujours les raisons pour lesquelles un penseur a été amené à réfléchir sur telle ou telle question. Comme je l'ai dit, Machiavel dans l'Italie de la Renaissance, Hobbes Hobbes était contemporain des guerres de religion. Donc les guerres de religion entre catholiques et protestants qui ont, ensanglanté l'Europe, qui ont, bouleversé, tout le champ social et ça a amené à certaines interrogations, à un certain questionnement et notamment la question de la légitimité du pouvoir. Pourquoi faut-il obéir à tel roi, et à tel autre? Là, la question s'est vraiment posée avec une radicalité inédite dans l'histoire. C'est-à-dire qu'évidemment, d'un point de vue pratique, les hommes se sont toujours, posé ce genre de questions, mais dans la tradition philosophique, c'est un peu différent. Si vous lisez, Thomas d'Aquin ou si vous lisez, Aristote, par exemple, ils ne s'interrogent pas tellement sur la raison pour laquelle nous obéissons à un homme. Il y a de l'évidence là derrière. Leur question, c'est plus de savoir à qui faut-il obéir? C'est-à-dire, la classification classique, hein, en philosophie qu'on a hérité d'Aristote, faut-il obéir à une personne, donc à un monarque? Faut-il obéir
à un groupe de gens, donc une aristocratie ou une oligarchie dans sa forme, corrompue? Faut-il obéir au peuple? Est-ce que c'est le peuple qui doit diriger? Donc c'est la politeia ou la démocratie, une fois encore, de sa forme corrompue selon, Aristote. Mais pourquoi faut-il obéir? Ça, c'est une autre question. Et ça, Hobbes, il le pose évidemment parce que c'est l'époque de la guerre civile, tout simplement, où le principe même de la société est remis en question à partir du moment où les gens se battent entre eux. Petit intermède dans cette entrevue. J'ai besoin de vous, donc n'hésitez pas à aimer, commenter, partager, à vous abonner, surtout à la chaîne, et soutenez mon travail. Mille merci. Maintenant, nous pouvons reprendre avec l'entrevue. Alors pourquoi faut-il obéir? La réponse classique, ça aurait été simplement de dire, bah, l'obéissance est un fait de nature, ou alors l'obéissance vient de Dieu, hein, c'est ce que disait saint Paul, hein, on la retrouve dans toute la tradition catholique, omnis potestas ad Deo, tout le pouvoir vient de Dieu. Mais d'un point de vue très concret, très pragmatique, ce n'est pas suffisant à cette époque où vraiment tout est remis en question. Et c'est pour cela que Hobbes a fait une expérience de pensée qui est le fameux état de nature. Généralement, quand on parle de l'état de nature, du contrat social, on pense à Rousseau, mais Rousseau n'est pas le premier à avoir pensé ce genre de choses. Alors, je fais une petite parenthèse, il y a énormément de problèmes philosophiques sous-jacents à la pensée du contractualisme. Donc ça sort de l'enjeu de mon livre à proprement parler. Toutefois, je voudrais quand même préciser une petite chose. Pour Hobbes, l'état de nature n'est pas une vérité historique. C'est, pour lui une vérité géométrique. C'est vraiment une expérience de pensée, c'est-à-dire, imaginons que les hommes, au départ, ne vivent pas en société, qu'ils vivent, séparés les uns des autres, qu'est-ce qui se passerait? Quelle serait la situation vraiment, dans laquelle ils se trouveraient? Je ne sais pas si, vous connaissez le roman de William Golding, Sa Majesté les Mouches, qui est vraiment écrit dans un esprit totalement hobbesien. L'auteur, imagine un avion qui transporte une quinzaine de jeunes garçons. Cet avion, s'écrase sur une île déserte, les 2 adultes, enfin le pilote et les accompagnateurs sont morts et donc il ne reste plus que les jeunes garçons. Et en fait, là, c'est l'état de nature hobbesien. C'est-à-dire que très vite, laissés eux-mêmes, il n'y a plus aucune société, il n'y a plus aucun État, eh bien, le vernis de la société s'effrite et en fait, très vite, sur cette île déserte, on retrouve, des violences, des sacrifices humains, une organisation tribale, chasse à l'homme et ce genre de choses. Et en fait, oui, c'est ça, la vision de l'état de nature pour Hobbes, c'est-à-dire que les hommes laissés à eux-mêmes, donc sans société, sans pouvoir au-dessus d'eux, sont comme des enfants capricieux. On dit que pour Hobbes, l'homme est mauvais par nature. C'est pas exactement ça. Hobbes dit: «L'homme sans la société, il est comme un enfant adulte, un enfant capricieux, mais qui a un corps d'homme». C'est-à-dire que l'enfant capricieux, quand vous avez un nourrisson, le nourrisson, il hurle quand il a faim, il va frapper sa nourrice, parce qu'il veut quelque chose, mais simplement comme il est tout faible, on va pas dire qu'il est méchant et on le discipline et c'est de cette discipline qu'on fait de lui un homme civilisé, poli, courtois et cetera. Mais évidemment, s'il n'y a pas de société, eh bien, l'homme n'a jamais cette discipline, cet apprentissage donc de la retenue et donc c'est la guerre de tous contre tous. C'est ça le fameux état de nature hobbesien, c'est la guerre de tous contre tous. La formule est restée célèbre parce que tout homme hors de la nature estime qu'il a un ius in omnia, c'est-à-dire un droit sur toute chose. Ah oui, il n'y a pas de propriété. Il n'y a personne pour garantir la propriété de quiconque. Donc chacun a un ius in omnia et du coup, tout le monde vit dans un danger permanent. Parce que, voilà, moi j'ai acquis quelque chose, par mes propres forces, mais on pourrait me le voler. On pourrait essayer de me tuer pour le prendre. Donc tout le monde et puis il y a une égalité fondamentale de tous les hommes dans l'état de nature, en ce sens que tout le monde peut mourir très facilement. Même l'homme le plus fort peut se faire tuer, suivant le bon moment par l'homme le plus faible. C'est tout à fait possible. Du coup, tout le monde vit dans un danger permanent. Du danger naît la crainte. De la crainte naît le besoin de la sécurité. Et de ce besoin de la sécurité vient l'État. En tout cas, vient le pouvoir plutôt, pour être plus précis. Et l'obéissance vient de là, dit Hobbes. C'est-à-dire que nous abandonnons ce jus in omnia, c'est-à-dire ce droit naturel que nous avons sur toute chose, en échange de la sécurité, en échange d'un pouvoir qui va garantir l'ordre et donc la sécurité de chacun.
Et c'est ça, en fait, fondamentalement, la légitimité du pouvoir pour Hobbes. Oui, c'est l'État qui se substitue à l'Église. Pendant la période évidemment qui a favorisé cela, le terreau des guerres de religion. Mais alors, comment dire? Comment Alors, a-t-il pu heu, articuler, je dirais, parce qu'il y a aussi la question de la légitimité. Vous l'avez évoqué aussi au début. Alors peut-être que la question se posait moins à l'époque que maintenant, puisque maintenant, au-delà des ordres et des devoirs, il y a mmh mh. aussi la question de l'illégitimité des personnes qui nous dirigent. Je pense que cette critique peut se faire, à mon avis, sur tous les continents. Mmh. Mais alors, peut-être premier point sur l'illégitimité et puis, sur l'autre point, ne s'est-il pas trompé, je dirais, puisqu'évidemment, on l'a vu pendant cet épisode où il semblerait que plus l'État prend de la place, moins il y a en tout cas de courtoisie entre les gens, de politesse, de minutie. On l'a évoqué, avant que l'émission débute, mais il me semble que c'est important aussi d'en parler. Vous aviez aussi évoqué une citation de Gustave Thibon sur les mœurs, Oui, puisqu'il plus il semblerait y a de mœurs, moins il y a besoin de lois. C'est-à-dire, plus les voilà. gens ont une discipline intérieure, moins ils ont besoin d'être réfrénés à l'extérieur. Alors, comment tout cela s'articule, justement avec cette légitimité et puis la place omnipotente et omnisciente de l'État? Alors, beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est un sujet vraiment passionnant. Je, si vous me le permettez, je corrigerai juste une toute petite chose que vous avez dite. Par le besoin de la sécurité, naît le pouvoir, parce que je me suis trompé, j'ai dit trop vite l'État, je voulais dire plutôt le pouvoir politique, qui va donc garantir un ordre et une sécurité. Et ensuite, vous avez dit oui, c'est l'État qui se substitue à l'Église. Heu, Ce sera vrai historiquement à l'époque de Hobbes, évidemment. C'est-à-dire que l'État va prendre en charge beaucoup de choses qui étaient dévolues à l'Église ou même à d'autres institutions, traditionnelles. Mais on va dire que le schéma hobbesien de départ s'appliquait même avant la naissance de l'État moderne pour des monarchies traditionnelles. C'est-à-dire, c'est quand même pour Hobbes, et à ce niveau-là, je suis, d'accord avec lui, c'est-à-dire que la légitimité du pouvoir vient de sa capacité à garantir la sécurité de chacun. C'est-à-dire que, Carl Schmitt résumera la chose, il dira que le cogito ergo sum de l'État, ou plutôt du pouvoir politique, c'est protego ergo obligo, c'est-à-dire je protège donc j'oblige. C'est ça le rapport de réciprocité. Et donc quelle est la légitimité ou l'illégitimité du pouvoir politique pour Hobbes? Bien, un pouvoir est légitime tant qu'il garantit la sécurité collective et la sécurité de chacun. Et à l'inverse, il devient illégitime quand il n'assume plus ce rôle de protection, quand le pouvoir politique n'est plus protecteur et qu'il prend des décisions qui vont en fait au détriment de ceux qu'il est censé protéger. Et à ce niveau-là, à ce moment-là, d'une certaine manière, en tout cas dans la perspective contractualiste de Hobbes, le contrat est rompu et c'est à ce moment-là que, le soulèvement, par exemple, est totalement légitime. Quand le pouvoir politique n'est plus apte à remplir, ce rôle. Toutefois, bon, moi j'ai utilisé Hobbes pour mettre en lumière vraiment cet aspect absolument fondateur de l'obéissance et du commandement dans, toute organisation politique. Ce n'est pas pour autant que je rejoindrai Hobbes dans ses propres, solutions particulières. Parce qu'il vivait à une époque, donnée, c'était l'époque des guerres de religion, et donc lui, effectivement, il a été très loin, donc en préconisant un État léviathan, c'est-à-dire un État qui serait vraiment extrêmement fort, extrêmement, puissant, parce qu'à l'époque, cela lui semblait être une nécessité absolue pour en finir avec cette guerre civile. Votre question est très intéressante parce qu'elle permet vraiment de préciser certaines choses. C'est-à-dire que j'ai dit au début que l'approche du réalisme politique, c'était cette distinction entre, la politique et la morale, par exemple, ou la politique et d'autres domaines, de la vie, l'esthétique aussi ou la religion, par exemple. Mais distinction ne veut pas dire séparation. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut insister. C'est-à-dire que les doigts de la main sont distincts, ils ne sont pas séparés. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une utilisation, heu commune à certains moments. La politique ne fait pas de la morale, mais il est évident que l'action politique d'un homme d'État, par exemple, doit prendre en considération le fait moral également.
Prendre un exemple tout simple, Gustave Le Bon disait, «L'éducation, forme les hommes, l'art politique ensuite les gouverne» et il est évident que la manière de gouverner un homme éduqué, poli, moral est différente que d'éduquer une collectivité, totalement anarchique, brutale et sauvage. Donc il y a des rapports dialectiques qui doivent être, harmonieusement ordonnés dans une société entre le pouvoir politique qui a des fins particulières. La fin première est la sécurité, et l'ordre de la société et il y a, la morale. La morale, c'est quoi? C'est, combattre le mal, respecter le bien, par exemple. Ce sont des domaines qui sont différents, mais qui peuvent s'articuler. Simplement, il faut que l'un n'empiète pas sur l'autre. Quand le pouvoir politique est trop fort, effectivement, eh bien, la morale elle-même peut en pâtir et vice versa, en fait et c'est à ce niveau-là qu'il faut avoir une approche très prudente et très mesurée de tous ces domaines. Alors il y a un autre point aussi qui me semble assez intéressant à relever, c'est à la page 34. Hem, c'est la question de l'ordre et du chaos. Mmh mh. Donc, vous l'avez très bien dit, le but, c'est la sécurité, donc Oui. l'ordre, donc l'harmonie. Or, il me semble aussi que peut-être que cela a changé au fil des années, mais j'ai reçu récemment, Lucien Cerise aussi, pour mon salon, Gonzague de Reinhold en Suisse, où François Bousquet était présent, mais aussi pour, une entrevue sur, son ouvrage «Gouverné par le chaos». Mmh mh. Et il semblerait que nous soyons aussi dans une époque qui a inversé cela, c'est-à-dire que nous gouvernons ou nos gouvernants gouvernent par le chaos, alors que Thomas Hobbes plutôt dit le contraire. Alors je vais vous citer, c'est à la page 22. Si Thomas Hobbes nous intéresse ici, dans une réflexion sur le réalisme politique, c'est parce qu'il fut l'un des premiers à exposer aussi radicalement cette dialectique de l'obéissance et de la protection. Le pouvoir a pour mission de maintenir la cohésion sociale et la paix à l'intérieur de la collectivité. Mais, par définition, il ne peut remplir ce rôle que s'il est puissant. Un déclin de la puissance entraîne mécaniquement le déclin de l'autorité et donc désordre et chaos. Alors, c'est peut-être aussi intéressant, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, c'est que là maintenant, il semblerait que l'État soit heu, omnipotent, Mmh mais mh. aussi très chaotique. C'est-à-dire que nous avons malheureusement, je dirais, les 2 aspects négatifs, alors que nous aimerions peut-être qu'il soit, si ce n'est, omnipotent, mais au moins fort et ordonné. Alors que là, c'est plutôt le contraire. Exactement et ça, c'est un paradoxe, c'est plutôt Carl Schmitt qui pourrait nous aider pour, analyser cette question. Carl Schmitt, à son époque, parlera d'état total par faiblesse. Parce qu'il y a eu une évolution effectivement. En fait, c'est là que Carl Schmitt va encore être intéressant dans la progression de cette analyse. Parce qu'effectivement, à l'époque de Hobbes, politique et État semblent s'identifier. C'est-à-dire que, Hobbes a mis en lumière l'aspect vraiment fondamental, la base même du politique, de la société politique qui repose sur un rapport hiérarchique, commandement et obéissance. Mais il va amalgamer, en tout cas, il va faire une assimilation quasiment complète de ce rapport avec, l'ordre étatique et a priori, à l'époque, au XVIIe siècle, c'est tout à fait justifié. Tous les théoriciens de cette époque, le font. C'est l'époque où les concepts classiques de la théorie de l'État sont élaborés et effectivement, à cette époque, l'État classique, l'État, westphalien, l'État moderne, a réussi ce prodige qui était la pacification du pays à l'intérieur des frontières et au fond, la politique, c'était surtout la gestion de la politique étrangère. Au début du XXe siècle, les choses commencent à changer et Carl Schmitt va avoir une parole, très paradoxale. Il va dire: «L'ère de l'État est à son déclin». Paradoxal, parce qu'on pourrait dire au contraire que l'État est de plus en plus fort, de plus en plus prégnant. Oui, mais il est à son déclin en son sens classique du terme. C'est-à-dire que l'État n'est plus uniquement concentré sur ce domaine strictement politique, d'assurance de l'ordre, il commence à se dissoudre et à s'infiltrer dans tous les pores de la société. Et c'est cela que Carl Schmitt appelle un état total par faiblesse. Parce qu'en fait, il n'est plus suffisamment fort pour maintenir l'attention dans son propre domaine régalien, et il commence à s'occuper d'à peu près tout. Parce qu'il est aussi victime
du jeu des intérêts. C'est-à-dire que la société se polarise de plus en plus, il y a des groupes d'intérêts qui s'affrontent, des groupes d'intérêts, économiques, par exemple. C'est aussi l'époque avec la radicalisation de la lutte des classes, par exemple, ou avec des monopoles, capitalistes de plus en plus importants qui, eux aussi, essayent de tirer, leur avantage, de leur côté. Donc l'État commence vraiment à se dissoudre de tous les côtés de la société et ce faisant, l'ordre est de moins en moins assuré par l'État et Carl Schmitt, heu, là va être du vers l'apport de Carl Schmitt sur cette question même, ce sera justement à nouveau de clarifier la situation, d'apporter de nouvelles distinctions parce que justement, politique et étatique, bon dans l'esprit de la plupart de ses contemporains et à notre époque encore, au fond, on en reste encore tributaire de cette idée. Politique et étatique sont presque, compris comme des synonymes. C'est-à-dire on explique l'État par la politique et on explique la politique par l'État. Et Carl Schmitt va dire au contraire non, le concept d'État présuppose le concept de politique. C'est-à-dire que donc le politique est premier. L'État moderne n'est que la forme moderne précisément d'organisation ou d'expression du politique. Mais cela peut tout à fait changer et nous sommes pour Carl Schmitt à une époque de transformation ou de transition. Je sais pas si j'ai répondu à votre question là, je Oui, oui, j'ai un peu oublié. je vais peut-être aussi peut-être prolonger, on pourrait aussi considérer que plus une société est chaotique et hétérogène Oui. et donc plus l'État doit être présent et on pourrait même considérer, ça n'engage que moi, que l'un n'est pas cause, mais plutôt conséquence. C'est-à-dire que on va favoriser l'hétérogénéité d'un État Mmh mh. pour justement justifier, l'omniprésence, de l'État qui plutôt que le contraire. C'est-à-dire que je ne sais pas quel est votre avis sur ce sujet, mais moi, il me semble heu, que Je ce je pense que c'est un cercle vicieux. Alors quelle est la 1re source? On peut en débattre énormément, mais le fait est qu'à un moment donné, l'effet devient cause lui-même et donc l'effet devient cause qui engendre un autre effet. C'est-à-dire qu'on peut dire que l'hétérogénéité de la société est voulue dans un 1er temps, peut-être, on peut en débattre, mais une fois que cela arrive, elle nécessite quand même un rapport plus grand de l'État, qui en même temps intensifie aussi après la lutte à l'intérieur de la société, qui appelle à nouveau une intensification. Donc il y a un rapport, il y a vraiment un cercle, vicieux dans cette question. Et alors, pourquoi en fait ce problème de l'hétérogénéité au sein de la société? Là, encore une fois, Carl Schmitt va être, très, très intéressant. C'est-à-dire que comme il distingue justement la politique de l'étatique, en tout cas, il va dire qu'il y a, pour reprendre les termes de Julien Freund plutôt, le politique est la substance et l'État est l'instance, c'est-à-dire l'instance qui organise le politique à une époque, donnée de notre histoire. Le, il va falloir définir le politique. La question de Carl Schmitt, ça va être de définir les présupposés du politique par des notions qui lui sont propres, par une pour voir vraiment quelles sont ses catégories propres. C'est-à-dire que, par exemple, les catégories, de la morale sont assez évidentes. C'est le bien et le mal. Les catégories de la science, c'est le vrai ou le faux. Pour l'économie, c'est, le rentable ou le non rentable, ou l'utile et le nuisible. Et donc Carl Schmitt va se demander quels sont vraiment les critères de distinction du politique. Et c'est ainsi qu'il va arriver à la fameuse distinction de l'ami et de l'ennemi, qui sont irréductibles au politique et qui ne charrient pas les autres catégories. Par exemple, on peut très bien, votre ennemi politique peut ne pas être immoral, peut être moral aussi. C'est pas la question. Vous pouvez être ennemi avec une autre entité politique et en même temps continuer à faire des affaires avec lui. Donc il n'y a pas, ou les catégories par exemple de l'esthétique, j'ai oublié de le noter, c'est le beau et le laid aussi par exemple. Bon, un ennemi politique n'est pas forcément, laid esthétiquement, ni beau à l'inverse. Ce sont des catégories qui sont autonomes en elles-mêmes et c'est cela aussi qui permet à Carl Schmitt, de rappeler quelque chose d'important, c'est-à-dire il va prendre, la phrase, du Christ, hein: «Aimez vos ennemis». Parce qu'il y a une différence en grec ou en latin. En fait, en grec et en latin, il y a 2 mots pour désigner l'ennemi. Alors que dans les langues modernes, le français ou l'allemand, dans la langue de Schmitt, il y en a qu'un. Et donc du coup, évidemment,
Typiquement, la phrase «Aimez vos ennemis», du Christ, interprétée aujourd'hui avec une théologie moderne ou une approche tout simplement moralisante des choses, qui fait une confusion entre politique et moderne, va dire qu'il faut aimer nos ennemis politiques. Alors qu'en fait, en latin ou en grec, c'est pareil, il y a une distinction. En latin, on fait une distinction entre inimicus et hostis. Donc, l'inimicus, bah, le mot, est assez clair de lui-même, hein, pour des locuteurs du français. L'inimicus, c'est l'ennemi, c'est le non-ami privé, c'est celui qui vous a fait du mal dans votre vie, privée, alors que l'hostis, c'est l'ennemi politique qui cherche à vous détruire. Or la phrase du Christ, c'est: «Diligite inimicos vestros», donc aimez vos ennemis privés. Ça n'aurait pas de sens de dire d'aimer vos ennemis, les ennemis qui viennent détruire votre cité et vous réduire en esclavage. Non, la parole du Christ est une parole, heu, morale qui s'adresse à un cadre moral, c'est-à-dire, on peut même reprendre les catégories de Nietzsche, ne vivez pas dans le ressentiment, en fait. C'est-à-dire que oui, il y a, quelqu'un vous a fait du mal dans votre vie privée, mais il faut être capable de pardon, il faut être capable de surmonter la rancœur et cetera et cetera. Et donc ça permet aussi de voir quelle est la spécificité du politique et donc de l'ennemi politique. L'ennemi politique, il faut vraiment le prendre dans son sens le plus total, c'est celui qui veut vous détruire. C'est pas l'ennemi privé, ce n'est pas le rival, par exemple en économie, non, c'est un ennemi avec qui vous engagez une lutte qui potentiellement pourrait atteindre son degré maximal et qui pourrait détruire votre entité politique. Bon, tout d'abord, merci infiniment d'avoir fait cette précision parce que vous avez lu dans mes pensées, parce que c'était ma Je prochaine t'en prie. question, donc vous avez répondu. Je renvoie les personnes qui nous écoutent encore vers, votre vidéo sur justement Carl Schmitt, où vous précisez cela, car à titre personnel, je l'ignorais et c'est grâce à votre vidéo que j'ai appris justement cette subtilité qui est essentielle, qui est vraiment essentielle pour comprendre. Alors peut-être un dernier point et après nous passerons peut-être à d'autres questions. Mais comment expliquez-vous, peut-être à notre époque, à cette incapacité à définir l'ennemi? Parce que, sur les plateaux télé, on dit le gauchisme, la gauche, le wokisme, ce genre de choses, mais il me semble que c'est très évasif. Ce n'est pas tellement précis et même, je dirais, à droite de l'échiquier politique, hein, puisque vous aussi, vous faites cette distinction qui me semble très juste. À Il y a aussi droite de droite, oui. oui, voilà. Il y a, je dirais, un politiquement correct qui semble aussi peut-être occulter cette question de l'ami et de l'ennemi, mais vraiment, au sens schmittien. Et si votre question porte au niveau, de la société dans son ensemble, c'est-à-dire pourquoi est-on incapable d'accepter cette réalité? C'est-à-dire, qu'il y ait des ennemis, que le monde politique se fonde sur un potentiel, d'abord, un potentiel rapport d'inimitié, parce que je fais quand même cette petite précision pour nos auditeurs. La définition de Carl Schmitt n'est pas une définition belliciste. Elle ne dit pas parfois on entend comme ça, Carl Schmitt veut qu'on désigne l'ennemi. Oui et non, c'est-à-dire, c'est pas une démarche paranoïaque de la part de Carl Schmitt, c'est-à-dire le pouvoir politique doit absolument désigner des boucs émissaires en permanence, désigner l'ennemi. Non, c'est plutôt que la potentialité d'une lutte est toujours sous-jacente dans le politique. Donc, ça ne sert à rien de déclarer la paix universelle. On peut déclarer la paix au monde entier, il suffit qu'une personne vous déclare, la guerre en retour et c'est terminé, vous êtes en guerre. Donc, la désignation de l'ennemi est quelque chose qui va se faire naturellement. En tout cas qui est quelque chose d'inévitable. Après pourquoi est-ce que notre époque a autant de mal avec la notion même d'ennemi? Parce que ça touche vraiment l'ensemble de la société. Ce n'est pas uniquement sur les plateaux télé malheureusement, hein, c'est même, au quotidien, si on parle de rapports d'inimitié absolue, beaucoup de personnes, lèvent les yeux au ciel et se disent, que c'est une horreur morale. Je pense quand même que la raison principale de ce phénomène-là est à chercher effectivement dans notre histoire européenne et dans le développement de notre morale. À ce niveau-là, moi, Arnold Gehlen, m'inspire énormément. J'avais fait une vidéo sur son livre «Morale et hypermorale». J'ai parlé de l'hypermorale au début de notre entretien. Hem
Galen montrait qu'il y avait un pluralisme éthique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sources à la morale et qu'il y a plusieurs sources de comportements moraux. Il y a par exemple, l'amour qu'on porte dans la famille, donc à nos proches. Il y a, une aspiration qui est naturelle quand elle est saine et quand elle est cadrée au bonheur. Il y a un ethos qui nous vient des institutions, par exemple. Donc voilà, Arnold Gellen relève toutes ces sources et pour lui, il y a eu une hypertrophie de 2 de ces sources qui est la recherche du bonheur et l'ethos, on va dire, familial, donc de l'amour envers ses proches, mais qui a été étendu de manière inconsidérée à l'ensemble de l'humanité. On pourrait dire que peut-être c'est une perversion du christianisme aussi, c'est-à-dire que, le christianisme a proclamé tous les hommes enfants de Dieu, mais disons que c'était cadré, que c'était, corrigé par un ethos institutionnel qui appliquait de saines bornes à cela au départ. Une fois que toutes ces institutions catholiques, ont volé en éclats, déjà avec le protestantisme et puis après par, un affadissement de cet ethos, eh bien, cet amour de l'humanité s'est laïcisé, passé d'une réalité religieuse à un amour plus prosaïque, donc a été étendu à l'ensemble de la planète et à cela s'est ajouté donc une recherche du bonheur étendue lui aussi aux masses tout entières. Donc Arnold Gehlen parlait de démonisme des masses et l'hypermorale contemporaine joue sur les deux tableaux. C'est-à-dire l'hypermorale contemporaine est humanitariste, tous les hommes sont frères et tout ce que nous cherchons, c'est le confort, c'est le bonheur personnel et cetera et c'est pour ça que l'idée même qu'il puisse y avoir un ennemi est très inconfortable. C'est-à-dire qu'elle bat en brèche, premièrement, l'idée que tous les hommes sont frères. Bah non, en fait, en tout cas, tous les hommes sont peut-être frères d'un point de vue, moral ou, métaphysique, mais en tout cas, d'un point de vue politique, non. Il y a toujours des entités politiques qui potentiellement peuvent vous faire la guerre et la seconde, le second problème avec ça, c'est que s'il faut se préparer à la guerre, eh bien, il faut mettre des limites à notre désir de bonheur et à notre désir de jouissance inconsidérée. Et ça, je pense que l'époque contemporaine ne peut pas ou ne veut pas l'entendre. Et c'est une des raisons, à mon sens, qui explique qu'on ne veut pas voir la réalité et que un réalisme politique est déplaisant. Les gens ne veulent pas entendre parler de ça. Oui, oui, tout à fait. Alors bon, moi, je faisais surtout cette remarque, peut-être pour faire un peu d'actualité, mais vraiment très brièvement. Mais je pense que vous avez vu l'extrait où Marine Le Pen, plutôt c'est le Gabriel Attal, donc Premier ministre actuel, s'en prend à Marine Le Pen au parlement, en France et sous-entend que l'ennemi est déjà à l'intérieur et puis que Marine Le Pen serait une soutien, Mmh mh. de, de Poutine. Alors évidemment, je voulais mettre en avant ce point par rapport à l'incapacité à distinguer l'ami de l'ennemi et surtout à le désigner, parce que là, je voulais relever l'aspect, je dirais, très théâtral et très factice de notre époque, sur les faux ennemis et vrais amis. Enfin, c'est tout un cirque où en fait tout repose sur le faux. Après, par rapport à l'aspect du catholicisme, je ne su peut-être que ça m'échappe et heureusement vous êtes là, mais je ne connais pas des guerres entre catholiques. C'est-à-dire que les guerres sont toujours faites entre catholiques et protestants ou entre, je dirais des courants qui déviaient du catholicisme. En général, les Oh, catholiques non, il y a eu des guerres entre nations catholiques, hein. Si on prend ne fût-ce que la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre, c'était avant, la réforme protestante en Angleterre et c'était entre catholiques. Ce sont des catholiques anglais qui ont brûlé Jeanne d'Arc, hein. oui, oui, tout à fait, mais n'y avait-il pas peut-être d'autres raisons, qui ont Ah oui, permis non, je ne dis pas que c'est au nom du catholicisme qu'ils se sont fait la guerre, ça c'est une autre question, mais je veux dire, il y a eu des guerres entre catholiques, oui. mais après il faudrait voir s'il y a eu des guerres, mmh, mais non, je ne pense pas qu'il y a des guerres au nom du catholicisme, enfin ça n'aurait pas beaucoup de sens, hein. Oui, non, mais je disais ça parce que ça va être notre dernier point. Mmh mh. C'est-à-dire que, ça, c'était Roland Thévenet qui avait dit cela, donc j'espère ne pas mal le citer. Mais en gros, que le catholicisme était un peu un totalitarisme qui avait échoué, au Mmh mh. sens qu'il y a un respect des nations qui est maintenu
Et vous, à la page 57, donc vous avez un dernier chapitre qui s'intitule Le réalisme politique, clarification. Et Mmh. justement, à la page 57, vous dites: «Prenons un exemple concret pour mieux comprendre. L'idée d'une société du genre humain entièrement unifiée est tout à fait pensable et peut-être même souhaitable selon certains systèmes religieux ou moraux. Mais, politiquement, l'humanité se donne sous la forme d'une pluralité d'unités politiques et de groupes hétérogènes, et il est à prévoir que cette division persistera aussi longtemps que l'homme restera un homme. Bien sûr, il est tout à fait permis de rêver à la fin de cette division et, par conséquent, à la fin de toute société politique au profit d'une société purement morale.» Alors, peut-être, nous pourrions aborder ce dernier point sur cette société unifiée qui, Mmh. selon vous, est impossible d'un point de vue politique. Est-ce que vous pourriez Ouais. peut-être un petit peu plus développer cette idée? Tout simplement parce que les hommes ont donc, ont cette, s ont dans leur nature la volonté de s'organiser politiquement et d'un point de vue politique, le monde ne se donne pas comme un univers, un universum, mais plutôt comme un pluriversum d'entités politiques. Dès qu'il y a une entité politique, il y a une claire démarcation qui se crée entre ceux qui appartiennent à cette entité politique et ceux qui n'y appartiennent pas. Et donc de ce fait, il y a toujours la possibilité d'une guerre. Si jamais, imaginons qu'un gouvernement mondial devait se créer et arriverait quand même, en maintenant, par exemple, la force, pour créer vraiment qu'il n'y ait qu'une seule entité politique sur, l'ensemble du globe. J'ai quand même des doutes, je pense que ce n'est pas possible d'y arriver, mais quand bien même ça arriverait, il y aurait d'autres divisions qui se créeraient à l'intérieur de cet État. Ce ne serait pas forcément, des guerres, étatiques. Il n'y aurait plus de guerre étatique, mais il y aurait simplement il y aurait des guerres civiles, puisque tout l'entièreté du monde appartiendrait à un seul et même État, mais ce n'est pas pour autant que le conflit en lui-même et que le conflit politique disparaîtrait. Il y aura toujours la possibilité de conflit. Et alors, au lieu de se manifester sous forme de guerre étatique, il se manifestera en guerre civile, tout simplement. Cher Antoine Dress, mille merci de votre temps et puis Merci de à vous toutes ces pour, explications. l'invitation. Je rappelle votre ouvrage Le réalisme politique, principes et présupposés, publié aux éditions Nouveau Librairie. Je vous invite aussi à aller sur le site des éditions Nouveau Librairie et d'être curieux et peut-être d'aller voir d'autres ouvrages. Et évidemment, de vous abonner à la chaîne YouTube d'Egonon. Egonon, donc Antoine Dress, a une chaîne YouTube exceptionnelle. Donc, je vous invite évidemment à vous abonner. Merci Si beaucoup. vous... Mais c'est normal. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous abonner. Et on se voit très vite pour une prochaine entrevue. À bientôt. Chers amis, comme vous le savez, j'ai ouvert mon espace Patreon et l'espace Rejoindre sur YouTube. Donc vous y découvrirez de nombreuses entrevues, notamment avec l'abbé Rioux, Pierre Hillard, Monsieur K, Lounès Darbois et d'autres. Donc participez, vous aussi, au renouveau de la civilisation catholique, au combat contre-révolutionnaire et soutenez la vraie dissidence. Mille merci de vos soutiens et à très vite.